Les bactéries sont des micro-organismes prokaryotes qui mesurent de 0,5 à 10 microns. Ce sont les plus petits organismes vivants doués d'autonomie. Du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, on distingue l'enveloppe, qui est extrêmement variable d'une espèce à une autre. Elle est toujours composée d'une paroi, puis d'une membrane plasmique. La paroi est parfois protégée par une capsule. Pili et flagelles peuvent être enchâssés dans la membrane plasmique. Cette enveloppe permet l'absorption des nutriments à l'exclusion de certaines substances toxiques. Elle permet aussi l'adhérence des bactéries à diverses surfaces et parfois même le transfert de gènes d'une bactérie à une autre, par exemple. La pression osmotique interne de la plupart des bactéries est très élevée. Elle est comprise entre 5 et 20 atmosphères. Pour équilibrer cette énorme pression, la bactérie est pourvue d'un véritable exosquelette rigide et résistant, la paroi. En fonction de la composition chimique pariétale, on distingue deux groupes de bactéries qui sont révélés par la coloration de Gram. On parle alors de bactéries Gram+, et de bactéries Gram-. En fait, il existe une différence considérable dans la structure des parois des bactéries Gram+ et des bactéries Gram-, ainsi que dans le rôle que joue cette structure dans l'adaptation au changement du milieu. Cependant, un constituant pariétal demeure commun aux bactéries Gram+ et Gram-. Il s'agit du peptidoglycane. Le peptidoglycane est une macromolécule en sac qui entoure complètement la cellule bactérienne. Il est constitué de chaînes polyosidiques parallèles, liées les unes aux autres par des ponts peptidiques. L'ensemble forme un réseau tridimensionnel tout autour de la cellule bactérienne. Chaque chaîne est un polymère alterné de N-acétyl-D-glucosamine, la NAG, et d'acide N-acétyl-D-muramique, le NAM, unis par des liaisons glycosidiques bêta-1,4. La NAG est un glucose N-acétylé, tandis que le NAM est un glucose N-acétylé uni à une molécule d'acide lactique par une liaison éther. Chaque résidu de NAM est substitué au niveau de son carboxyle par un tétrapeptide. Ce tétrapeptide est un peptide constitué de 4 acides aminés qui peuvent être les suivants: la L-alanine, l'acide D-glutamique, l'acide diaminopimélique, qui est un dérivé de la lysine, et la D-alanine. La présence d'acides aminés de la série D dans le peptidoglycane explique sa résistance aux peptidases. En effet, ces peptidases hydrolysent les peptides renfermant des acides aminés de la série L et non D. Enfin, afin d'assurer la cohésion des chaînes polyosidiques entre elles, les tétrapeptides sont unis les uns aux autres par liaison peptidique. L'ensemble forme un pont peptidique. En particulier, chez Escherichia coli, l'acide diaminopimélique d'un tétrapeptide est uni au D-alanine d'un autre tétrapeptide. On remarquera que la pénicilline est un antibiotique qui inhibe la transpeptidase bactérienne, enzyme qui catalyse la réticulation des peptidoglycanes par la D-alanine. Chez certaines espèces, deux rangées ne sont pas liées directement, mais par l'intermédiaire d'une chaîne peptidique. Par exemple, la pentaglycine chez Staphylococcus aureus. Le peptidoglycane est considéré comme une véritable barrière osmotique qui permet aux bactéries de survivre dans des milieux qui sont généralement hypotoniques, c'est-à-dire dont la pression osmotique est inférieure à celle qui règne dans le cytoplasme bactérien. Sans le peptidoglycane, l'eau rentrerait massivement dans les bactéries par osmose,
provoquant leur lyse. Ceci est démontré expérimentalement en supprimant le peptidoglycane par l'action du lysozyme, enzyme antibactérienne présent dans de nombreux fluides de l'homme et de l'animal, comme dans les larmes et la salive. Pour mettre en évidence ce rôle du peptidoglycane, prenons l'exemple d'un coq Gram+. Il possède une paroi, essentiellement composée de peptidoglycane. Le voici en suspension dans de l'eau distillée dont la pression osmotique est très inférieure à celle du cytoplasme bactérien. Le milieu extracellulaire est donc hypotonique par rapport au milieu intracellulaire. Par osmose, il y a donc un flux net d'eau qui rentre dans les bactéries afin d'équilibrer les concentrations de part et d'autre de l'enveloppe. Par suite, la bactérie devrait éclater comme le ferait une cellule animale, mais il n'en est rien. Les scientifiques ont donc supposé que la paroi, et précisément le peptidoglycane pariétal, agissait comme une barrière osmotique. Il formerait un véritable corset autour de la bactérie, permettant de contrer la force osmotique. Pour le prouver, ils ont donc réalisé l'expérience suivante. Voici notre coq Gram+ en suspension dans de l'eau physiologique dont la pression osmotique est à peu près égale à celle du cytoplasme bactérien. Milieux extra- et intracellulaires sont donc isotoniques. Ajoutons du lysozyme dans cette suspension. Cette enzyme hydrolyse le peptidoglycane. Précisément, elle rompt les liaisons β1,4 entre les résidus de NAG et de NAM du peptidoglycane. Celui-ci est donc dégradé entièrement et le coq Gram+ se retrouve dépourvu de paroi, entouré uniquement de sa membrane plasmique. On le nomme alors protoplaste. Le milieu est ensuite lavé pour éliminer le lysozyme. Mais le protoplaste ne synthétise pas de nouvelles parois. Par osmose, des mouvements d'eau ont lieu de part et d'autre de sa membrane plasmique, mais les entrées et sorties s'équilibrent car l'eau physiologique est isotonique par rapport au cytoplasme bactérien. Maintenant, remplaçons l'eau physiologique par de l'eau distillée dont la pression osmotique est très inférieure à celle du cytoplasme bactérien. Par osmose, l'eau rentre massivement dans le protoplaste qui gonfle et finit par éclater. On parle alors de lyse bactérienne. Dans le cas d'une bactérie Gram-, le peptidoglycane est recouvert d'une membrane externe. Afin que le lysozyme puisse accéder au peptidoglycane, il faut donc traiter d'abord les bactéries par de l'EDTA. En effet, l'éthylène diamine tétraacétique, en complexant les cations, déstabilise la membrane externe. Le lysozyme peut alors hydrolyser le peptidoglycane, mais seulement partiellement. Dans le cas d'un bacille Gram-, celui-ci devient sphérique. On parle de sphéroplaste, dont la paroi est partiellement dégradée. Après élimination du lysozyme, le sphéroplaste est capable de restaurer sa paroi. Il redevient donc un bacille Gram- pourvu d'une enveloppe complète. Et lorsqu'on remplace l'eau physiologique par de l'eau distillée, le bacille Gram- est à nouveau protégé contre une lyse osmotique.